L'affaire dont nous allons vous parler maintenant paraît incroyable, elle est pourtant vraie. Dans les années 80, pendant la présidence de Ronald Reagan, la diplomatie secrète américaine a collaboré avec les cartels de la cocaïne colombiens. À l'époque, l'objectif c'était d'obtenir de l'argent illégalement, ça va de soi, pour financer une guérilla anti-socialiste contre le gouvernement de Managua, le gouvernement des sandinistes au Nicaragua. Ouais, c'était en Amérique centrale. Au départ, l'affaire est révélée par un sénateur, un certain John Kerry, qu'on va retrouver par la suite, c'était l'année dernière, face à George W. Bush pour la présidentielle. John Kerry sort cette affaire au Sénat, une énorme commission sénatoriale, mais cette enquête fait peur. Oui, elle n'est pas du tout reprise par la presse, elle est, on peut le dire, étouffée. Pourtant, le Watergate à côté, ça fait quasiment contravention pour excès de vitesse. Alors par la suite, un journaliste, Gary Webb, journaliste pour le quotidien le San Jose Mercury News, un journal californien, va poursuivre l'enquête et là va mettre au jour un vaste trafic de cocaïne organisé par les Nicaraguayens directement sur le territoire américain dans les ghettos noirs de Los Angeles. Oui, alors ce que Gary Webb va révéler, c'est que la CIA, en tout cas c'est ce qu'il affirme, pour lui, la CIA a fermé les yeux sur ce trafic. Alors Gary Webb, moi je l'avais rencontré il y a maintenant 8 ans, parce que c'était en 1997, et j'avais déjà raconté cette première enquête. Et ensuite j'ai assisté depuis la France à la série de problèmes qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'il va être remis en cause, évidemment, par la CIA, on s'y attendait, mais aussi par certains journalistes critiqués, démolis. Ils vont étouffer l'affaire. Absolument, et il va finir par quitter son propre journal, lâché par sa rédaction en chef, jusqu'à ce qu'en décembre 2004, il se mette une balle dans la tête. C'est une enquête menée donc par Paul avec William Raymond aux États-Unis. Cet homme s'appelle Gary Webb. C'est un journaliste d'investigation. C'était l'un des meilleurs de sa génération. Le 12 décembre dernier, il s'est enfermé ici, dans sa maison de Carmichael, en Californie, et il s'est tué d'une balle dans la tête. 8 ans auparavant, Gary Webb s'était lancé dans une enquête périlleuse, au cœur du secret d'État. Une histoire presque incroyable qui met bout à bout des univers théoriquement incompatibles. Les gangs et les toxicomanes de Los Angeles. Ça a explosé comme ça. Des dealers de cocaïne latinos. Le crack a détruit le quartier. Un groupe armé anticommuniste au Nicaragua soutenu par le président des États-Unis d'Amérique en personne. Et au bout du chemin, des hommes payés par la CIA. C'est une accusation ahurissante. D'après la famille de Gary Webb, cette enquête aux conséquences vertigineuses va finir par lui coûter d'abord son job, puis la vie. Il était détruit parce qu'il ne pouvait plus écrire. Il a toujours voulu devenir journaliste. Et malheureusement, c'est son métier qui l'a tué. Retour en 1997. Nous avions alors rencontré Gary Webb. Il travaillait ici à Sacramento pour un grand journal californien, le San Jose Mercury News. Tout avait commencé par un coup de téléphone anodin, un banal fait divers. J'ai eu un coup de fil d'une fille de Oakland. C'était la fiancée d'un dealer nicaraguayen qui faisait partie de cette opération. La fille, c'est elle. Elle a appelé Gary Webb parce qu'elle veut se venger et elle a des documents à lui montrer. Son fiancé, un dealer de moyenne importance, a été balancé à la police par ses propres patrons. En échange de leur trahison, ils ont négocié leur liberté. Et la fille donne les noms, Norwin Menezes et Danilo Blandon. Deux très gros poissons. Ils étaient tout au sommet de la pyramide des trafiquants et leurs subordonnés ont plongé pour eux. Ceux qui étaient au sommet avaient passé un deal avec le gouvernement et ils sont ressortis libres comme l'air. Pendant la préparation du procès de son fiancé, ils ont eu accès à des documents du gouvernement américain qui indiquaient que Danilo Blandon travaillait pour les contrats et avait vendu de la cocaïne aux États-Unis pendant les années 80. Première découverte, si le réseau de dealers soutenait les contrats, alors l'affaire prend un tour politique. Qui sont les contrats? Un groupe armé d'extrême droite qui combat le gouvernement socialiste du Nicaragua. Pendant 10 ans, de 1980 à 1990, ce minuscule pays d'Amérique centrale, misérable, en ruine, est devenu la bête noire de l'administration américaine. Pourquoi? Parce qu'un mouvement de gauche, les sandinistes, y ont pris le pouvoir.
Pour Ronald Reagan, le président américain, la contagion communiste menace. Bientôt, le Nicaragua sera un deuxième Cuba, pense-t-il. Pendant sa présidence, il y aura 2 bêtes à abattre. Les Russes en Afghanistan et les sandinistes au Nicaragua. Pour cela, il va financer 2 guérillas, les barbus islamistes et les fameux Contras, baptisés pour les besoins de la cause, combattants de la liberté. Nous avons l'obligation d'aider les combattants de la liberté, les amants de la liberté et de la démocratie en Afghanistan et au Nicaragua. Seulement voilà, les sandinistes n'installeront jamais une dictature à la cubaine. Au contraire, le Nicaragua devient enfin une démocratie parlementaire. Il y a des partis et une presse d'opposition. Les sandinistes gagnent des élections libres, développent la médecine publique et les coopératives agricoles. De leur côté, les Contras mènent une guerre très sale. Ils tuent des instituteurs, des infirmières, des femmes, des gosses, des meurtres commis avec l'argent du contribuable américain. En 1984, la Cour de justice internationale de La Haye poursuit les États-Unis pour terrorisme. Le scandale est tel que les élus au Parlement américain veulent suspendre les financements de la Contra. Reagan est furieux. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait une majorité d'élus du Congrès qui soit pour la passivité, la résignation et la défaite devant un tel défi à la paix et à la sécurité dans notre propre hémisphère. Peine perdue, une majorité de congressistes américains va voter pour rendre illégal le financement des contrats. Alors Reagan va contourner la loi. Il va créer une structure occulte, ici, dans l'aile exécutive de la Maison-Blanche, une cellule parallèle animée par Oliver North, un officier de Marines prêt à tous les coups tordus pour trouver de l'argent pour les contrats. Le premier journaliste à révéler l'existence de cette cellule s'appelle Robert Parry. C'est lui que Gary Webb va appeler en premier. Robert Parry le met en garde. Quand il m'a appelé, je lui ai dit « C'est sûrement avéré cette piste, mais c'est dangereux. J'espère que tes rédacteurs en chef te soutiennent. » Il a cru que j'étais lâche. Il a pensé « Ah, encore un journaliste de Washington trop nerveux. » Et je suis content de ne pas l'avoir dissuadé, parce qu'il était important de sortir la vérité là-dessus. Mais pour lui, il y avait un prix élevé à payer pour ça. Pas découragé, Gary Webb part en enquête pendant une année entière. Je suis allé à Miami, au Nicaragua, toute la côte ouest. J'ai interviewé beaucoup de monde. J'ai rencontré des flics, des dealers, je suis allé dans les tribunaux, j'ai déterré des procès-verbaux, des cassettes audio de la brigade des stupes, tout ce genre de trucs. Gary Webb se concentre sur les 2 trafiquants nicaraguayens qui vivent en Californie, Norwin Menezes et Danilo Blandón. Menezes est fiché comme dealer par la brigade des stupéfiants américaine depuis la fin des années 70. Il se fournit chez les cartels colombiens. Danilo Blandón est son numéro 2. Danilo Blandón avait un diplôme en marketing. Quand il était au Nicaragua, son job était de créer des marchés de gros pour toutes sortes de produits. Il est allé dans une zone vierge et il a créé un marché de masse de cocaïne. La zone vierge, c'est les ghettos noirs de Los Angeles. Ici, on consomme toutes les drogues, sauf de la cocaïne, une drogue de riches. Danilo Blandón va s'appuyer sur les gangs pour créer un marché. Il avance la drogue, il fait crédit, les gangs transforment la cocaïne en crack, un dérivé extrêmement addictif. Les effets sont violents et dangereux. Le crack prend comme un feu de paille chez les populations désespérées de ces quartiers. En d'autres termes, les affaires marchent, les clients sont fidèles. C'est justement en 1984 qu'Andrea a commencé le crack. 20 ans plus tard, elle se débat toujours pour en sortir. Si je pouvais retrouver la personne qui m'a donné ma première dose de crack, sachant ce que ça a fait à ma famille, à mes gosses, comment ça m'a détruit, je lui mettrais une balle dans la tête. Je prendrais un flingue et je tuerais cette personne. Parce que c'est ce que le crack fait. Gary Webb va rencontrer en prison ceux qui vendaient le crack de Blandón dans la rue, comme cet ancien chef de gang. C'est ici que j'ai grandi. C'est mon quartier, Corner Pipe Crips, c'est le nom du bled. Après 7 années passées en prison, Chico tente maintenant d'enrayer les dégâts causés par le crack qu'il a vendu.
Tellement de jeunes ont été tués ici. Je pourrais descendre la rue et te raconter chaque histoire, qui a tué qui a fait quoi. Si Chico est allé en prison, c'est parce qu'il a été balancé par Danilo Blandón. Alors, il raconte tout à Gary Webb, la cocaïne, mais aussi les armes qui ont alimenté la guerre des gangs dans ce quartier. C'était un fournisseur majeur, pas seulement crack. Ils nous vendaient des armes automatiques. Qu'est-ce que ça fait ici, des armes automatiques dans un quartier comme ça? Tu penses que tu es fort parce que tu as toutes ces armes. Tu tires sur les autres, t'es le boss. En vérité, ça nous a vraiment cassé. Ça a détruit ce quartier. Le dealer numéro 1 du quartier, c'était Ricky Ross. Il est en prison à perpétuité pour trafic de drogue à cause du crack de Danilo Blandón. Lui aussi acceptera de parler à Gary Webb. Après quelques mois passés à travailler avec Danilo Blandón, notre problème est passé de « on n'a pas assez de clients » à « on rentre trop d'argent ». On avait de l'argent à plus savoir quoi en faire. De l'argent, de l'argent. Moi, je lui disais, mec, j'en ai marre de compter de la thune. Tout le temps de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est là qu'il nous a apporté une machine à compter les billets. Les estimations les plus récentes que j'ai eues, c'est 20 000 kilos de cocaïne dans South Central Los Angeles. Là, elle était transformée en crack et vendue aux gangs de plusieurs villes dans le pays. Gary Webb va aussi voir ce qu'il n'aurait jamais dû voir. La présence répétée d'hommes payés par la CIA aux côtés des dealers nicaraguayens. Certes, la CIA ne contrôle pas le trafic de drogue, mais d'après Webb, elle ne peut ignorer la provenance de l'argent apporté par les deux dealers. Si la CIA n'était pas directement impliquée dans le trafic, il y a beaucoup de preuves qui indiquent qu'il savait. Gary Webb va d'abord s'intéresser aux activités politiques de nos deux trafiquants. À l'époque, le dealer, Norwin Menezes, ici en costume blanc, participe à des réunions de soutien à la Contra. Ce réseau, tout à fait légal, est basé dans la région de San Francisco. Il attire aussi d'honnêtes militants du Parti républicain. L'un d'entre eux va tout de même comprendre qu'il côtoie un étrange mélange de paramilitaires et de dealers au bras long. Lui aussi va parler à Gary Webb. Nous l'avons retrouvé, 20 ans après, il est toujours terrorisé. J'ai dit à Gary de ne pas faire cette enquête. Vous ne comprenez pas le pouvoir de ces gens. Ne me citez pas là-dessus, sur rien. Vous avez l'air d'avoir très peur, hein? Oui, j'ai peur. Regardez Gary Webb. Faites une autre histoire, profitez de la vie. Pourquoi cet homme est-il aussi effrayé? Parce que les ramifications de ce réseau ont de quoi faire peur. Revenons à la photo. Il y a donc Norwin Menezes, notre trafiquant de cocaïne, mais au centre de l'image, il y a surtout Adolfo Calero. Ce Nicaraguayen est un responsable politique de la Contra. En tant que tel, il reçoit chaque mois un salaire de la CIA. Et il est toujours le bienvenu à la Maison-Blanche. On le voit ici avec le président Ronald Reagan. Juste derrière, le type discret, c'est Oliver North, l'homme chargé de trouver de l'argent pour les Contras. Et ce n'est pas tout. Gary Webb découvre aussi des liens directs entre nos deux dealers et d'autres salariés de la CIA. Blandón a témoigné qu'il a initié le deal de cocaïne sous les ordres de Enrique Bermudez, un chef contrat payé par la CIA. Ces déclarations de Blandón, faites devant la justice américaine, ont été enregistrées. Nous avons retrouvé la bande audio. Est-ce qu'on vous a laissé comprendre que la fin justifiait les moyens? C'est M. Bermudez qui nous a dit de faire ça. Alors on a commencé à trouver de l'argent pour la révolution des contrats. C'est vous qui vous occupiez des opérations sur Los Angeles, n'est-ce pas? Oui. Mais souvenez-vous, quoi que j'ai pu faire, le profit allait à la révolution des contrats. Au bout d'un an de recherche, Gary Webb a réuni suffisamment d'éléments. Il publie enfin son enquête. C'est une bombe. La présentation du Mercury News est provocatrice. Dans la communauté noire de Los Angeles, on comprend de travers.
Gary Webb accuse seulement la CIA d'avoir fermé les yeux et de ne pas avoir dénoncé les dealers nicaraguayens à la justice. Mais pour les Blacks de Los Angeles, la CIA a pris leur quartier pour cible, délibérément. Pendant plusieurs semaines, la rue déborde, convaincue d'un complot pour détruire la population des ghettos. Il paraît qu'aux États-Unis, les Noirs ont quelques raisons d'être parano. Le mouvement prend une telle ampleur qu'il va se passer une chose extraordinaire. Ce n'est plus Reagan qui est président, mais Clinton. L'époque est à la transparence. Alors, à l'invitation d'une congressiste, le chef de la CIA va venir en personne s'expliquer dans ce gymnase du ghetto de Los Angeles. Dans une ambiance, on va dire, un peu chaude. Réponds à cette putain de question. Attendez une minute. J'entends votre colère. Nous pourrons travailler ensemble. Je pourrai travailler avec vous et avec vous. Ils ont attendu 14 ans pour faire une enquête. Et vous pensez que vous pouvez nous rendre service? C'est une accusation ahurissante. Une accusation qui touche au cœur de ce pays. Ça dit qu'une agence du gouvernement américain, la CIA, qui a été fondée pour protéger les citoyens de ce pays, a aidé à introduire de la drogue et du poison chez nos enfants et a aidé à tuer leur avenir. Toute personne qui est à la tête d'une agence gouvernementale, et ça veut dire moi aussi, ne peut tolérer une telle accusation. J'irai jusqu'au bout, j'enquêterai et je vous ferai connaître les résultats de notre enquête. Autorisez Gary Webb à mener l'enquête avec vos hommes. Qu'ils puissent comparer leurs documents tout au long de l'investigation, c'est tout. Ça résoudra tout. On arrêtera de gueuler parce qu'on aura un représentant, l'homme qui a fait éclater cette histoire. Le rapport sera rendu accessible à tous les membres de la presse quand il sera terminé. Le patron de la CIA s'engage donc à lancer une enquête interne. Mais pour Gary Webb, le temps des ennuis a commencé. 6 mois après la sortie de son enquête, la grande presse américaine se retourne contre lui. Au Washington Post, le journaliste spécialiste de la CIA l'accuse d'avoir exagéré. Effrayé par l'ampleur du mouvement contre la CIA, il s'est senti un devoir de calmer le jeu. Je me souviens encore quand le groupe des parlementaires noirs ont commencé à dire « Voilà ce qui a amené la drogue dans nos quartiers », que c'était une agence gouvernementale qui l'avait fait. C'est à ce moment-là que j'ai dit « Il faut qu'on regarde ça de plus près parce que les accusations étaient si énormes ». C'est alors qu'on a fait un papier. Blandon, par exemple, n'était pas un gros dealer. Je crois que les estimations les plus faibles de la justice lui attribuent la vente de 800 kilos de cocaïne. Au total, mais pas au début. Voyez-vous, la chronologie est une chose très importante dans le journalisme d'investigation. Le New York Times et le Washington Post ont critiqué votre enquête. Vous leur répondez quoi? Ils se trompent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir des sources anonymes au gouvernement qui ont nié les faits. Mais c'est clair que ces gens ont vendu de la cocaïne aux États-Unis. Ils ont vendu des tonnes de cocaïne, ils ont collecté de l'argent pour les contrats, et les arguments qu'on m'en pose, c'est « ouais, il n'y avait pas autant de cocaïne que vous le dites, ils n'ont pas ramassé autant d'argent que vous le dites », mais personne ne peut nier ce qui est arrivé. Gary Webb aura beau se défendre, le doute plane désormais sur son enquête. Et il se souvient d'un jeune sénateur démocrate qui avait connu le même sort 10 ans auparavant, un certain John Kerry. Flashback. La commission d'enquête de John Kerry sur la drogue et les contrats avait entendu un trafiquant colombien. Juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. On l'a sorti de sa prison pour qu'il réponde aux questions du sénateur. Écoutez bien. Avez-vous été approché par des gens dont vous saviez qu'ils faisaient partie de l'organisation de la Contra? J'ai été présenté. Répondez par oui ou par non. Oui.
Pendant la première réunion, ils m'ont approché parce qu'ils avaient besoin d'aide, de financement, de l'aide militaire. Je dis ça parce qu'ils avaient besoin d'armes. Pendant la conversation, ils se sont présentés comme des agents de la CIA, 2 d'entre eux. Vous avez témoigné avoir donné plusieurs millions de dollars au Contras. Vous confirmez? Affirmatif. Ok. Ma question est la suivante. Est-ce que cet argent venait principalement du trafic de drogue? 100% oui. Est-il exact que vous saviez, comme d'autres savaient, que les cartels soutenaient les Contras? Affirmatif. Attendez, je veux être précis là. On parle bien du cartel de la cocaïne de Medellín quand on parle de cartel, c'est bien ça? Oui. En clair, ce qui est dit, c'est que les cartels de la cocaïne ont collaboré à la diplomatie secrète du président Reagan. Avant de regagner sa cellule, George Morales est assailli par les quelques journalistes présents. Tous veulent savoir où allait la cocaïne aux États-Unis. Mais Morales n'était qu'un transporteur. Mon boulot, c'était d'amener la cocaïne, de la livrer aux gens chargés de la vendre. Oui, mais qui en a profité? J'en sais rien du tout qui en a profité. Qui la vendait? Qui était responsable de la vente sur le territoire américain? Je ne sais pas. Même si à l'époque, la commission Kerry ne pourra répondre à toutes les questions, pendant 2 ans, son équipe auditionnera ainsi des dizaines de grands témoins. À l'issue de ses travaux, elle rédigera un rapport explosif. Nous avons retrouvé l'un des rédacteurs. Le rapport a été méprisé par la presse et le pouvoir politique. 15 ans après, il est toujours furieux. C'est comme si quelqu'un avait fait un bruit dérangeant, avec une horrible odeur, dans une petite pièce, et tout le monde a quitté la pièce, en abandonnant la personne qui avait fait ce bruit, ce rapport, seul. Il a été ignoré. C'était juste, correct, enquêté, important et ignoré pour toutes ces raisons. Et la grande presse américaine avait aussi attaqué très violemment Kerry. Newsweek l'a traité de barjot conspirationniste. Kerry a appris une leçon, que s'il voulait un avenir politique dans l'establishment américain, il ferait mieux de se concentrer sur d'autres aspects de sa carrière. John Kerry ne parlera plus jamais de cette histoire maudite, y compris pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2004. Gary Webb, lui, va être lâché par son rédacteur en chef, qui n'a pas souhaité nous parler. En 1997, Gary Webb est muté à 200 km de chez lui, dans un bureau sans importance, où il fait les chiens écrasés. L'ex-épouse de Gary Webb se souvient de cette lente descente aux enfers. C'est pas comme s'ils l'avaient viré. D'abord, ils lui ont dit, on t'envoie dans un petit bureau à Cupertino. On te mute. Il écrivait des nécrologies. Son premier papier, c'était sur la mort d'un cheval de police. C'était ça, son premier article, à Cupertino. Pour un journaliste qui avait reçu les distinctions les plus prestigieuses de sa profession, y compris le prix Pulitzer, c'est une humiliation. Il décide de signer sa démission, la mort dans l'âme. Il ne voulait pas le faire. Il se promenait avec les papiers, et moi je lui demandais, tu les as signés? Il disait non. Il a finalement signé et envoyé sa lettre de démission, mais c'était dur et déprimant. Quand il a signé ça, il a eu l'impression de signer son arrêt de mort.
Alors que Gary Webb quitte son journal, un homme, dans l'ombre, sait qu'il a raison, mais ne peut rien dire. Ce flic d'élite est une légende de la brigade des stupéfiants américaine. Et il a enquêté pendant des mois sur les mêmes dealers nicaraguayens. Quand j'ai vu ce qu'il avait publié dans le Mercury News, j'ai été surpris qu'il ait pu atteindre une telle qualité de renseignement par lui-même. Et moi, je savais que ce qu'il sortait était vrai. Malheureusement, vu le sérieux de nos enquêtes, nous n'étions pas autorisés par notre direction à partager nos informations avec des journalistes. Hector Berrellez est aujourd'hui devenu détective privé, mais avant cela, il fut le flic le plus décoré de sa génération. Il a infiltré des cartels, fait tomber des caïds, et il a, entre autres, combattu le trafiquant nicaraguayen Danilo Blandón, celui auquel s'était intéressé Gary Webb. Il se souvient surtout d'une opération de perquisition massive en octobre 86. La maison de Danilo Blandón se trouvait dans ce quartier chic de San Bernardino. À 5 heures du matin, les policiers s'élancent. Ils vont découvrir que les dealers, surveillés depuis des mois, ont été prévenus de leur arrivée. Nous avons lancé le raid sur les 14 maisons. Et dans ces maisons, les habitants nous attendaient avec du café et des beignets. On a fouillé les maisons, pas de drogue. Mais on a trouvé des documents qui liaient ces dealers de drogue à des officiers militaires de la Contra. Pour Hector et ses collègues, ces documents confirment un soupçon qui court sur le réseau de Blandón chez les policiers antidrogue. Quand nous sommes allés au débriefing avec les autres policiers, plusieurs officiers ont dit « Ces types ont été alertés par la CIA ». La CIA fermait les yeux quand certaines de leurs sources étaient impliquées dans un trafic de drogue. Et ces fameux documents saisis par la police lors des perquisitions contre le réseau Blandón, un journaliste de Los Angeles a demandé à les voir comme le permet la loi américaine. 15 ans après l'opération, ceux qu'il a reçus sont lourdement noircis, censurés, ce qui dénote une matière sensible pour le gouvernement. Les documents, je les ai obtenus après des mois et même des années d'efforts. Je continue à en recevoir et la plupart sont censurés. Alors je me pose la question, si cette affaire était si limpide, s'ils étaient juste des dealers ordinaires, pourquoi est-ce que le gouvernement dissimulerait les informations? Soudain, au milieu des documents saisis par la police, un nom nous saute aux yeux, Scott Weekly, une vieille connaissance. Le réseau du dealer Blandón était donc en contact avec Scott Weekly. L'homme est un spécialiste des explosifs, proche des milices d'extrême droite. Son petit commerce, c'est une méthode de guérilla urbaine dont il commercialise les cassettes vidéo sur Internet. Mais là où c'est intéressant, c'est que Scott Weekly fait aussi partie d'un réservoir de paramilitaires dans lequel la CIA pioche parfois pour des opérations illégales. Par exemple, dans les années 80, pendant la guerre en Afghanistan, Scott Weekly avait entraîné des islamistes afghans à manier la bombe contre les soldats russes. Et où avait lieu l'entraînement? Ici, dans le désert du Nevada, sur le sol américain, ce qui est illégal. La CIA connaissait-elle l'opération? Oui. Comment pouvons-nous être aussi affirmatifs? Tout simplement parce que le chef des opérations pour l'Afghanistan, cet homme, nous l'avait avoué au cours d'une autre enquête. Oui, la CIA a peut-être bien été impliquée dans ce truc, mais c'était un petit truc. Si nous avons fait de l'entraînement romantique dans le désert du Nevada avec quelques moudjahidines, oui, je me souviens, c'était en 83 ou 84, je crois, mais ça ne compte pas. C'était plus pour créer du lien avec l'Amérique que pour entraîner. Voilà, c'est dit, la CIA connaissait les activités de Scott Weekly. Pourtant, en 1998, la CIA ne se rappelle plus de rien. Souvenez-vous, le patron en personne avait promis un rapport sur l'enquête de Gary Webb. Et là, surprise, malgré de longues recherches, la CIA n'a trouvé aucun lien, ni avec Scott Weekly, ni avec aucun des protagonistes de l'affaire. C'est ce que la CIA est venue expliquer aux parlementaires.
Bien, nous sommes assez catégoriques en ce qui concerne l'absence de relation entre la CIA et Blandón et Meneses. Regardez le premier tome, nous sommes catégoriques en ce qui concerne Blandón, Meneses, Ricky Ross et Scott Weekly. Mais un parlementaire qui sait lire s'est avalé les 400 pages du rapport. Il y a découvert notamment que la CIA a travaillé avec des dizaines de trafiquants de cocaïne et qu'elle n'a rien fait pour les dénoncer. Écoutez bien, c'est furtif, il va poser la question à l'homme de la CIA. Vous avez indiqué avoir trouvé des cas pour lesquels la CIA n'a pas aussitôt coupé les liens avec des individus qui soutenaient la Contra et qu'on soupçonnait de trafic de drogue. Est-ce que ça pouvait vouloir dire que ces gens trafiquaient sur le sol américain? Oui. Ces allégations couvraient du trafic en Californie? Non. Ça a été couvert par... Enfin, pas spécialement. Voilà, l'aveu est de taille et ce n'est pas le seul. Pendant l'enquête, une congressiste de Californie va mettre au jour un document essentiel. Pour pouvoir travailler en toute légalité avec des trafiquants de drogue, la CIA avait changé la loi. Elle avait passé un accord secret avec le ministère de la Justice. Le texte de cet accord établissait qu'il n'avait pas à dénoncer les trafiquants de drogue pendant tout le temps où notre gouvernement a soutenu les contrats contre les sandinistes. On est en droit de se poser la question. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous rédigez un règlement qui dispense vos gens de dénoncer des trafiquants de drogue? Résumons-nous, la CIA reconnaît avoir collaboré avec des trafiquants de cocaïne qui agissaient sur son territoire et avoir changé les règles pour ne pas avoir à les dénoncer. Quelles conséquences ont ces aveux? Aucune, ou presque. Le rapport passe inaperçu. Pourquoi? Parce qu'il sort en plein milieu d'un scandale majeur, autrement plus rigolo. L'Amérique vissée à sa télé n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. Une stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky, aurait fait des faveurs au président dans le bureau ovale. En ce qui concerne la drogue et la CIA, il n'y aura que 2 petits articles dans la presse, noyés sous le torrent Lewinsky. C'est beaucoup plus sexy comme scandale et il n'y a qu'une seule personne et il y a le président des États-Unis. De manière évidente, dans les ghettos des États-Unis, il y a eu des gosses touchés par la drogue. C'était un énorme problème social, humain, et ça n'a pas été perçu comme un scandale aussi important par le monde journalistique que l'affaire Monica Lewinsky. C'est notre réalité. Quant à Gary Webb, après sa démission du San Jose Mercury News, il n'a pas retrouvé de travail dans un grand journal. Il sentait le souffle. Je lui ai dit, je n'arrive pas à croire que quelqu'un ne va pas finir par te donner du travail. Ça me choquerait. Il m'a dit, j'espère que tu as raison. Ce jour-là, il a pleuré. Il s'est assis et il a pleuré parce qu'il avait vraiment peur. En fait, Gary Webb va s'enfoncer dans la dépression. Il finira par divorcer et quitter sa femme et ses 3 enfants. Seul et ruiné, il ne remontera plus jamais la pente. En décembre 2004, il écrit une dernière lettre à chacun de ses proches et il met fin à ses jours. Il avait besoin de faire cesser la douleur. Il en était à ce point-là, il fallait que ça s'arrête, il n'en pouvait plus. Il disait jamais plus je n'écrirai. Je n'arrive pas à gagner ma vie en écrivant et je n'arrive pas à subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Et il a dit, je suis endetté, je suis fini. Pour les funérailles de Gary Webb, John Kerry a envoyé un petit mot. Il disait ceci. Grâce à son travail, la CIA a dû reconnaître des douzaines de relations troubles avec des trafiquants de drogue. Ça ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas pris tous les risques. J'espère qu'il trouvera enfin la paix qu'il avait quittée dans cette vie. Alors avant de quitter cette histoire un peu triste, des nouvelles de certains des protagonistes, les 2 dealers nicaraguayens dont vous avez vu l'image à répétition dans le sujet, ils sont libres. Et l'un d'entre eux vit en Amérique latine, l'autre est toujours sur le territoire américain. D'après nos informations, il a quand même des petits problèmes avec la police, il se cache. Ensuite, certaines figures importantes qui étaient autour de Reagan et qui ont usiné cette politique occulte des États-Unis
ont été recyclés dans l'administration Bush. On pense à Negroponte, qui est devenu le grand chef du renseignement militaire, de la CIA et du DIA. C'était à l'époque l'ambassadeur du Honduras. Elliot Abrams, qui avait eu des problèmes avec la justice à l'époque. Il est devenu le plus proche conseiller de Bush pour le Moyen-Orient. Quant à Oliver North, qui était vraiment lui le chef orchestre de tous ces petits tripatouillages, aujourd'hui, il est devenu chroniqueur sur Fox News. Il a une petite rubrique qui s'appelle Histoire de guerre avec Oliver North. L'affaire dont nous allons vous parler maintenant paraît incroyable, elle est pourtant vraie. Dans les années 80, pendant la présidence de Ronald Reagan, la diplomatie secrète américaine a collaboré avec les cartels de la cocaïne colombiens. À l'époque, l'objectif c'était d'obtenir de l'argent illégalement, ça va de soi, pour financer une guérilla anti-socialiste contre le gouvernement de Managua, le gouvernement des sandinistes au Nicaragua. Ouais, c'était en Amérique centrale. Au départ, l'affaire est révélée par un sénateur, un certain John Kerry, qu'on va retrouver par la suite, c'était l'année dernière, face à George W. Bush pour la présidentielle. John Kerry sort cette affaire au Sénat, une énorme commission. Gary Webb, cette enquête aux conséquences vertigineuses va finir par lui coûter d'abord son job, puis la vie. Il était détruit parce qu'il ne pouvait plus écrire. Il a toujours voulu devenir journaliste. Et malheureusement, c'est son métier qui l'a tué. Retour en 1997. Nous avions alors rencontré Gary Webb. Il travaillait ici à Sacramento pour un grand journal californien, le San Jose Mercury News. Tout avait commencé par un coup de téléphone anodin, un banal fait divers. J'ai eu un coup de fil d'une fille de Oakland. C'était la fiancée d'un dealer nicaraguayen. Cette première enquête. Et ensuite, j'ai assisté depuis la France à la série de problèmes qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'il va être remis en cause, évidemment, par la CIA, on s'y attendait, mais aussi par certains journalistes critiqués, démolis. Ils vont étouffer l'affaire. Absolument. Et il va finir par quitter son propre journal, lâché par sa rédaction en chef, jusqu'à ce qu'en décembre 2004, il se mette une balle dans la tête. C'est une enquête menée donc par Paul avec William Raymond aux États-Unis. Cet homme s'appelle Gary Webb. C'est un journaliste d'investigation. C'était l'un des meilleurs de sa génération. Le 12 décembre dernier, il s'est enfermé ici, dans sa maison de Carmichael, en Californie. Mais cette enquête fait peur. Ouais, elle n'est pas du tout reprise par la presse, elle est, on peut le dire, étouffée. Pourtant, le Watergate à côté, ça fait quasiment contravention pour excès de vitesse. Alors par la suite, un journaliste, Gary Webb, journaliste pour le quotidien le San Jose Mercury News, un journal californien, va poursuivre l'enquête et là va mettre au jour un vaste trafic de cocaïne organisé par les Nicaraguayens directement sur le territoire américain dans les ghettos noirs de Los Angeles. Oui, alors ce que Gary Webb va révéler, c'est que la CIA, en tout cas c'est ce qu'il affirme, pour lui la CIA a fermé les yeux sur ce trafic. Alors Gary Webb, moi je l'avais rencontré il y a maintenant 8 ans, parce que c'était en 1997, et j'avais déjà raconté, et il s'est tué d'une balle dans la tête. 8 ans auparavant, Gary Webb s'était lancé dans une enquête périlleuse, au cœur du secret d'État. Une histoire presque incroyable qui met bout à bout des univers théoriquement incompatibles. Les gangs et les toxicomanes de Los Angeles. Ça a explosé comme ça. Des dealers de cocaïne latinos. Le crack a détruit le quartier. Un groupe armé anticommuniste au Nicaragua soutenu par le président des États-Unis d'Amérique en personne. Et au bout du chemin, des hommes payés par la CIA. C'est une accusation ahurissante. D'après la famille de